Donc mon intervention, par rapport à l'intitulé, va beaucoup s'axer sur la question du renouvellement et des transformations qui sont travaillées à l'heure dans le PCF. Le PCF, presque centenaire, a été un marqueur fort de l'histoire politique, démocratique et sociale de notre pays. Durant toutes les années, plus ou moins fastes, le PCF a évolué, s'est transformé. Ses effectifs ont également aussi beaucoup évolué, comme vous le savez, au fil des années. Donc ça a déjà été dit. Alors qu'aujourd'hui le PCF compte 115 000 adhérents, il en comptait 710 000 adhérents en 1981, soit une perte de près de 4 adhérents sur 5 en 23 ans. Cette forte baisse de nos effectifs, chaque année jusqu'en 2005, a obligé les dirigeants de notre parti de l'époque à revisiter les structures et les modes de fonctionnement. Pardon. Désolée. En effet, cela s'est traduit localement avec des très fortes inégalités, certains départements n'ayant perdu qu'un adhérent sur 2, pendant que d'autres en perdaient plus de 9 sur 10. Malgré ces baisses drastiques de notre nombre d'adhérents, nous restons une force organisée sur l'ensemble du territoire, avec des structures dans chaque département qui discutent, construits localement comme nationalement, avec des milliers de gens et citoyens. Ainsi, aujourd'hui, c'est plus de 300 000 personnes qui débattent et agissent avec le PCF. De plus, le PCF a vu une évolution dans les structures d'âge de ses effectifs qui a poussé d'autres modes d'organisation, d'autres envies militantes. Ainsi, 9% des adhérents du PCF ont moins de 30 ans et les moins de 40 ans représentent 16% de nos adhérents. Pour mémoire, les adhérents de moins de 30 ans représentaient 24% en 1979, 10% en 1997 et 6% en 2006. À titre de comparaison, le PS comptait dans une étude publiée en 2011, à la veille de sa victoire à l'élection présidentielle, 10% de moins de 30 ans. Ce chiffre indique un phénomène intéressant, une correction en cours du vieillissement constaté des adhérents du PCF, étant bien entendu que, comme tout le monde, nous continuons à prendre une année de plus tous les 12 mois. Cela est dû bien sûr à la jeunesse des adhésions de notre parti. Depuis quelques années, nous réalisons en moyenne 6 000 adhésions par an, parmi lesquelles 35% de moins de 30 ans et 50% de moins de 40 ans. Depuis 10 ans, c'est près de 50 000 nouveaux adhérents que compte le PCF. Ceci démontre que nous sommes face à un corps militant en perpétuel renouvellement. Ce renouvellement, nous le retrouvons largement dans nos directions. Une trentaine de secrétaires fédéraux, ou de secrétaires départementaux, pour être plus compréhensible, ont désormais moins de 40 ans. Ainsi, beaucoup de départements ont connu un rajeunissement de leur direction. Et aujourd'hui, le Conseil national de notre parti correspond aux moyennes d'âge de la société. Il en est de même chez les groupes parlementaires, puisque les 11 députés communistes que compte l'Assemblée nationale, 9 sont nouvellement élus et 8 sont des primo-députés. Au Sénat, parmi les 6 sénateurs de moins de 40 ans que compte cette Assemblée, 2 sont communistes, Cécile Kierman et Fabien Gay. L'Association nationale des élus communistes et républicains est depuis quelques mois dirigée par 2 jeunes dirigeants, Patrice Bessac, jeune maire d'une ville de plus de 100 000 habitants, et Romain Marchand, adjoint au maire d'Ivry de 34 ans. Ce débat se déroulant à Paris, je ne peux pas évoquer non plus, pour illustrer mon propos, l'adjoint au maire de Paris, Yann Brossat, âgé de 35 ans. Bien sûr, tout ça n'évite pas la question qui est pointée sur la question du temps, parce que je pense que, malgré le renouvellement des âges de nos militants, il reste quand même la question du temps libéré pour pouvoir agir, et on s'aperçoit que dans toutes les organisations politiques, quand arrive la période des 30-50 ans, la vie familiale prend souvent le dessus, et que donc il nous faut mettre des efforts et des outils pour permettre à tous de pouvoir participer au temps de débat, de discussion et d'action qui existent dans l'organisation. Cependant, malgré ces points d'appui, nous avons de façon moindre que d'autres été impactés par les bouleversements politiques qui ont impliqué les élections de 2017. Beaucoup de citoyens de gauche, et donc de militants du PCF, s'interrogent dans un contexte où les constructions d'alternatives aux politiques ultralibérales à Macron peinent à émerger, même si le mouvement social actuel fait bouger quelques lignes. J'en profite pour quand même souligner la forte implication des militants communistes pour participer à donner plus d'ampleur au mouvement social en cours. Pour exemple, depuis le début du bras de fer contre la réforme de la SNCF, les communistes se sont mobilisés devant plus de 900 gares en France pour aller à la rencontre des usagers et débattre avec eux des conséquences concrètes de la réforme sur la vie quotidienne et démontrer en ce sens le bien fondé de la bataille. J'aurais également pu citer les nombreux débats qui se mènent dans le pays en lien avec des syndicalistes cheminots ou de la fonction publique pour faire converger les besoins de population et les revendications des salariés. Ces initiatives témoignent de la forte implantation communiste chez les cheminots, à l'instar d'autres milieux sociaux à forte tradition syndicale. Cela nous pousse à remettre sur l'atelier la question, tout ce qu'on a pu discuter avant, la question de quelle organisation pour le plus loin... Cela nous pousse à remettre sur l'atelier la question de quelle organisation pour pousser le plus loin notre objectif de transformation sociale. Comment être le parti du mouvement en permettant au plus grand nombre de s'approprier les enjeux de la société pour mieux agir dessus? Cette question est le fil qui a animé les expériences, les propositions, les transformations du Parti communiste ces dernières années.
Je vais citer que deux exemples qui ont poussé sur sa question de transformation. La première, qui est peut-être un peu plus interne, c'est celle du changement de nos statuts en 2001, donc il y a quasiment 20 ans, sur la question de la place de l'adhérent dans le parti. Nous avons décidé de placer l'adhérent au centre du parti et de travailler en permanence à faire en sorte que la priorité, ce soit l'implication, la prise en compte des enjeux et des avis des adhérents, de façon à faire en sorte que le parti agisse de façon beaucoup plus collective, à la fois dans ses décisions et dans la construction de ses propositions. La deuxième, c'était un des objectifs, la question démocratique, des assemblées citoyennes mises en place sur l'ensemble du territoire avec le Front de gauche. Nous n'avons pas réussi avec cette construction à aller au bout des ambitions démocratiques que nous nous sommes fixées, le Front de gauche n'ayant pas réussi à dépasser le cadre des débats électoraux et investir l'ensemble des champs de la société. Cette base démocratique reste un objectif dans les réflexions que nous menons à l'heure actuelle dans le cadre des transformations du PCF. Parce que notre objectif n'est pas de représenter le peuple, mais de permettre au peuple de construire les chemins de son émancipation, notre réflexion nous pousse à réfléchir aux outils, aux espaces, pour permettre à chaque citoyen de participer avec ses centres d'intérêt, ses combats, pour venir échanger et construire plus collectivement. C'est cette réflexion démocratique qui nous pousse à rester un parti, avec l'objectif d'être un outil pour ouvrir l'émancipation du plus grand nombre, en réfléchissant dans le même temps à la construction d'espaces ouverts. La démocratie est alors un objectif, un moyen et un apport pour la mise en mouvement dans notre objectif de transformation sociale. En tout cas, c'est comme ça que nous la définissons. La deuxième réflexion qui anime nos débats sur les transformations du PCF est celle des solidarités concrètes. Pour donner prise au discours d'émancipation que nous tenons dans le réel, cette question est essentielle. Elle permet de réaffirmer les droits de chacun à se nourrir, se former, se cultiver, se détendre. Elle met en exergue la nécessité de sortir des lois du marché en créant des facteurs essentiels pour l'épanouissement de chacun. Elle donne un sens concret à la notion de commun. De plus, ces initiatives sont autant de portes d'entrée pour lier à nos actions et réflexions de nombreuses familles populaires en partant de leurs préoccupations concrètes. Elles sont des points d'appui pour permettre à ces milliers de familles de reprendre possession sur leur vie en reposant la question de qui décide. Qui décide de fermer le bureau de poste ou l'hôpital à côté de chez eux? Ces initiatives peuvent permettre de redonner confiance dans l'action commune, dans la capacité de chacun et chacune à faire respecter ses droits, afin de redevenir un acteur de sa vie comme de notre devenir commun. Cet objectif nous pousse à travailler sérieusement notre conception de la solidarité comme aux manières dont nous l'organisons dans notre objectif de politisation des classes populaires. Bien sûr, cette question s'associe aussi aux conceptions de fraternité et de convivialité qu'il nous faut faire vivre et donner plus de force dans l'organisation. Que ce soit sur la question démocratique ou celle des solidarités, elles ne peuvent prendre corps que dans un cadre de proximité, permettant de prendre en compte les réalités de chaque territoire et des populations, afin de mieux percevoir le réel et d'avoir des actions les plus adaptées aux besoins de chacun. Ainsi, dans le cadre de nos travaux, nous cherchons la complémentarité entre structuration de proximité et le besoin d'horizontalité qui s'exprime dans la société, afin de gagner en force et en efficacité.